Autre sujet d'inquiétude pour certains hommes politiques qui s'en sont ouverts à nos confrères de Libération aujourd'hui. C'est un autre titre que nous développons ce soir, celui de la concentration des médias et l'émergence d'acteurs audiovisuels d'opinion. On l'a vu encore récemment avec TF1 et M6, le risque de concentration agite le paysage médiatique. Il faut être fort au niveau local ou mondial et s'en remettre bien souvent à des manias. On va en parler avec nos invités après le récit et la mise en perspective de Françoise Vallée. Depuis quelques années, la concentration de la presse s'accélère. Outre les médias publics, la plupart des journaux, radios ou télévisions sont détenus par de grands groupes industriels. Bouygues, Bernard Arnault, Lagardère, Dassault, Bolloré, une vingtaine de milliardaires se disputent le paysage médiatique et chacun tente d'agrandir son empire. Exemple, après avoir racheté Canal+ et iTélé, devenu CNews, Vincent Bolloré, patron de Vivendi, convoite la radio Europe 1. Bouygues, propriétaire de TF1, est sur le point d'acquérir M6 et de fait de nombreuses chaînes de la TNT. Pour certains, la liberté de la presse est en danger. D'autres alertent sur les conflits d'intérêts de ces sociétés. En Australie et aux États-Unis, le rachat des médias par des financiers a décimé la presse. Outre-Atlantique, en 15 ans, les effectifs des rédactions ont été divisés par 2. Et avec nous pour en parler sur le plateau du 23h, Mathieu Bock. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, vice-président de la Société des rédacteurs, de la rédaction de la radio Europe 1 qui fait les gros titres ces derniers temps, ou en tout cas à minima ceux des pages médias. Et puis avec vous, François Jost, sémiologue. Vous êtes professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle. Je me tourne d'abord vers mon confrère Mathieu Bock. Mathieu, la grève s'est arrêtée. C'est l'information de la soirée à Europe 1. Elle avait été prolongée ces dernières heures et elle s'est arrêtée ce soir. Pourquoi? Et est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous le déplorez? Bon, on a arrêté cette grève parce que, enfin, c'est une phrase un peu célèbre, mais il faut savoir arrêter une grève. On n'est pas calibré pour tenir un mois. On a vu ce qui s'est passé à iTélé avec Bolloré. On n'a pas envie d'être sur la paille, on n'a pas envie de se battre entre nous dans la rédaction. Nous, ce qu'on a obtenu, ce qu'on voulait, c'est être entendu. Entendu par les autres médias. C'était un cri, en fait, cette grève. C'était attention, Europe 1 tel que vous le connaissez, enfin, vous la connaissez, peut mourir. Aidez-nous, quoi. Aidez-nous. Et on pense que c'est ce qui s'est passé. Après, peut-être qu'on y reviendra un peu plus précisément plus tard, mais on avait 3 revendications, 3 demandes qui, je pense, ont été ou sont sur le point d'être entendues. Est-ce que vous trouvez que vous avez été assez soutenu? Est-ce que vous êtes assez soutenu dans ce combat par les autres médias, par plus largement en France, par votre public aussi? Oui, vraiment les médias, en fait, c'était ça le but de cette grève, c'était de parler aux autres médias, de parler aux politiques, de parler à notre public, à nos auditeurs. Les politiques aussi vous ont soutenu? À minima, c'est pas plus mal parce qu'on est en période électorale. Je pense que personne n'avait envie de se mouiller. Nous, on n'avait pas forcément envie de recevoir des soutiens, soit d'un bord politique ou d'un autre bord politique, comme le rachat, enfin c'est pas le rachat, mais le rapprochement d'Europe 1 avec CNews est déjà tellement politique en soi. On parle quand même de droite. Mais c'est aussi ça qui vous inquiète, c'est que, on va en parler avec Monsieur Jost, mais il y a l'émergence en France de médias audiovisuels d'opinion. Il y avait des journaux d'opinion et il y en a dans notre pays. Après, les télés ou les radios d'opinion assumées à ce point, c'est plus rare. Et on va entrer en période de campagne électorale présidentielle. Et chez nos confrères de Libération aujourd'hui, certains hommes politiques en off, comme on dit, mais s'inquiètent aussi d'émergence de télé et de radios d'opinion dans cette campagne. Surtout que cette partie de radio d'opinion, c'est quand même un peu propice aux fake news, aux approximations. Nous, Europe 1, on est quand même une radio de reportage, de faits, d'analyse, de débat aussi. Mais le débat, ça ne veut pas dire une radio d'opinion où on entend tout et n'importe quoi. On n'a pas envie d'être assimilé aux personnes qu'on voit en ce moment sur CNews. J'en profite pour passer aussi un appel à mes confrères de CNews. J'allais dire, est-ce que, voilà, allez-y, je vous en prie. Eux, on pense à eux parce qu'on sait que c'est pas facile. On les croise sur le terrain et tout se passe très bien. On a des copains là-bas à CNews. Les journalistes, les reporters, les présentateurs, on pense à eux parce qu'on sait que... Je pense pas qu'ils soient victimes de quelque chose, mais on sait qu'ils font le travail du mieux qu'ils peuvent et il n'y a pas de souci avec ça. Nous, on a un problème avec toute cette partie opinion
Ou c'est des gens qui sont un peu d'accord entre eux, qui s'interrompent pour dire oui, mais je suis encore plus d'accord avec toi que tu ne le penses. C'est quand même très à droite et nous on n'a pas envie de ça. Europe 1, ça n'a pas été. Enfin, alors Europe 1, on peut pas dire que ce soit une radio de gauche. Ça a été toujours une radio de centre droit, si on veut se placer. Vous avez eu d'autres actionnaires puissants par le passé. Oui, oui, oui. On a déjà connu ça, en fait. En 2007, on a été taxé de Radio Sarko. Voilà, c'était compliqué sur le terrain. Moi, je suis reporter. Tous mes copains reporters, sur le terrain, c'était compliqué. On venait faire un travail sur une manif, par exemple, ou une grève, par exemple. Et ben, on était étiqueté Radio Sarko. On a connu ça. On a réussi à s'en débarrasser. On ne va pas connaître ça à nouveau avec Radio Bolloré. Vous disiez, on ne veut pas devenir une radio d'opinion de droite. Là, j'ai Libération sur mon bureau. Il y a Le Figaro. On sait que Le Figaro n'est pas de gauche. On sait que Libération n'est pas de droite. Question peut-être. Alors nous, on est plus Le Figaro, voilà. Question béotienne, mais pourquoi une radio, pardon, je me fais l'avocat du diable, ne pourrait pas être comme Fox News aux États-Unis, une radio qui fait campagne et qui s'engage sur un bord plus que l'autre. François Jost, vous vouliez réagir? Si vous voulez, je suis toujours un peu gêné par le qualificatif télévision d'opinion, parce que on a quand même, il faut dire les choses simplement, il y a un chroniqueur, Zemmour, qui a été condamné pour incitation à la haine raciale. Et je regardais encore aujourd'hui des débats, on est toujours autour des limites à parler de thèmes qui font peur. Mais comme Fox News a pu le faire, monsieur, avant l'élection de Trump. Oui, mais c'est avec les immigrés, le mur au Mexique, l'insécurité. C'est pas ce qu'il y a eu de mieux. Hein. Non, mais ça a existé, je veux dire. Ça existe. Ça existait. Alors, la différence qui est à mon avis importante, c'est que Fox News roulait pour Trump. On ne sait pas très bien pour qui roule Bolloré. Moi, c'est la question que je me pose. Vous lui posez ce soir, sinon voilà, c'est la question que je me pose, parce que on voit bien qu'il y a une direction, une gouvernance extrêmement brutale, mais pour qui? Pour le profit de qui? Est-ce que c'est son empire qu'il veut toujours accroître, etc., ou est-ce que c'est pour une raison politique qui va se démasquer peu à peu? Je rappelle quand même aussi qu'on parle de Zemmour pour la candidature à l'Élysée, et qu'à ce moment-là, on s'apercevrait que c'est plus qu'une télévision d'opinion. On aurait eu quelqu'un qui a fait sa campagne pendant des mois avant l'élection. Alors, vous restez avec moi. Vous savez peut-être que ce rendez-vous aime cultiver son regard européen. Comment ça se passe chez nos voisins? On parlait des États-Unis. On va aller un peu plus près, en écho à Europe 1, dont on parle ici sur ce plateau. La Grande-Bretagne a vu naître ces derniers jours sa Fox News britannique, British. Mathieu Boisseau, notre correspondant à Londres, nous le raconte. Oui, GB News pour Great British News a été lancé il y a 10 jours. Un lancement d'ailleurs assez chaotique, émaillé de problèmes techniques, de son et d'éclairage. Mais ce qui a surtout fait réagir les téléspectateurs, c'est le positionnement très à droite de cette chaîne. Elle est financée par un groupe américain, mais également par des soutiens financiers importants de la campagne du Brexit. Et c'est d'ailleurs l'un des thèmes récurrents de ces émissions, tout comme l'immigration. GB News se positionne également contre le mouvement woke, qui est un terme anglais qui renvoie aux campagnes de lutte contre les discriminations raciales ou les discriminations de genre. Pas de tabou sur GB News, c'est en quelque sorte le mot d'ordre, mais il y a eu déjà des débordements, notamment lorsque l'un des éditorialistes a estimé que les mesures ici au Royaume-Uni de lutte contre le Covid-19 étaient en train de créer un État ultra sécuritaire sur le modèle chinois. En réponse, des marques comme Ikea ou Nivea ont retiré leur publicité de la chaîne parce que les valeurs n'étaient pas compatibles avec celles de ces entreprises. L'audience de GB News a été plutôt correcte sur le lancement de la chaîne. Elle est désormais revenue à un niveau beaucoup plus confidentiel. Il faut dire que GB News a fort à faire avec la concurrence de BBC et de Sky News. Merci beaucoup Mathieu, voilà qui enrichit évidemment notre débat. François Jost, j'ai une question peut-être trop large pour vous, mais c'est un peu une équation insoluble. On sait aujourd'hui que les médias doivent s'adosser à des grands groupes pour exister. Nous sommes sur le service public. Nous n'avons pas, j'allais dire oui, nous n'avons pas, nous, ce problème-là du financement puisque nous dépendons de la dotation publique. C'est la même chose pour la BBC dont parlait à l'instant Mathieu Boisseau. Mais les autres, comment font-ils, monsieur? Parce qu'on peut trouver sur des manias qui ont une vision, comme ce fut le cas en France, comme ce fut le cas aussi aux États-Unis,
et qui étaient fiers d'avoir des journaux qui défendaient ce droit d'investiguer, de faire de l'information. Mais on peut aussi tomber. Est-ce que ça dépend du client? Pardonnez ma question. Non, mais vous avez raison, il y a quelque chose, il y a un aspect marketing qui est trouver du public là où il y en a. Et effectivement, Oui, et trouver de l'argent là où il y en a aussi. Et trouver de l'argent. Mais justement, dans le reportage que vous venez de passer, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on voit aussi que les annonceurs, parfois, ne veulent plus être vus à côté de telle ou telle chaîne et se retirent. Donc, à moyen terme, il faut voir comment ça s'équilibre entre l'audience qui augmente et les annonceurs qui baissent. Quand vous écoutiez notre confrère Mathieu Bock, Mathieu Boisseau à Londres, vous écoutiez très attentivement. Ça vous inspire quoi? Typiquement. Vous n'avez pas envie de devenir ça? Alors déjà, on n'a pas envie de devenir ça. Et puis ce qui m'a fait sourire, c'est que tout de suite il y a une polémique. Et tout de suite, ce que je retiens de ce reportage, c'est que les traits sont grossiers, sont des grosses ficelles. C'est un peu ce qui se passe à Fox News. Et pour contrer ça, il faut aller sur le terrain, quoi. Enfin, moi, je suis reporter, je vais sur le terrain. Et quand on va sur le terrain, c'est là qu'on voit les nuances, c'est là qu'on voit les subtilités, c'est là qu'on voit la réalité. Et c'est là qu'on peut aussi lutter contre cette intolérance ambiante, cette morosité ambiante. C'est en rencontrant les gens dont on parle, dont les gens parlent en studio. Toutes ces personnes, Zemmour pour ne pas le citer, mais voilà, tout ce type de personnes qui sont là et qui parlent des gens, jamais ils vont Porte de la Chapelle à Paris, jamais ils vont faire des reportages sur les migrants, parler avec eux. Ils les voient assis dans leur taxi, en allant de studio en studio, en allant de meeting en meeting. Et jamais ils s'arrêtent pour le faire. Moi, je le fais, je suis reporter. Tous mes copains, on le fait, on va les voir, quoi. Donc, une fois que vous avez discuté avec des Érythréens, des Somaliens, des Maliens qui montent à Paris, qui dorment dans les rues, ça fait peur quand on les voit, mais quand on discute avec eux, on fait un reportage, ça change Et complètement. vous pensez que ces reportages, vous ne pourrez plus les passer dans ce que Europe 1 pourrait devenir? Quand vous discutez de ça avec Monsieur Bolloré, est-ce qu'il entend? Vous parliez de iTélé, on sait que le choc a été très rude et que la machine est passée sans se soucier des explications, voire de la douleur de cette rédaction à ce moment-là, et qu'elle a été, voilà, elle a été écrasée. Est-ce qu'un dialogue est possible? Est-ce que ça, c'est entendu quand on dit on peut travailler ensemble, mais nous, on veut continuer d'informer comme on le fait depuis des années? Alors, c'est ce que la direction d'Europe 1 nous dit aujourd'hui. On dit on va se battre pour garder notre indépendance. Non, on a du mal à y croire parce que Vincent Bolloré, c'est pas quelqu'un qui s'embête avec des subtilités, quoi. Il veut mettre la main sur Europe 1, il mettra la main sur Europe 1 à sa manière. Si on est optimiste, on peut toujours espérer garder notre indépendance, c'est notre finesse d'écriture et d'analyse et de reportage. On passe notre vie sur le terrain. On espère, on peut continuer à ne pas être encore trop défaitiste aujourd'hui. Moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est ce qui s'est passé à Europe 1, une humoriste à qui on demande de reprendre son texte parce que il cite, pour continuer, Monsieur Zemmour. Et ça, je trouve que Bolloré l'avait déjà fait pour le journaliste Monsieur Toen, qui avait fait de l'humour avec quelqu'un sur Pascal Praud, sur quelqu'un donc du groupe. Et donc, si vous voulez, ça va très loin parce qu'on dit à l'époque, dans notre époque, on peut plus rire de tout, etc. Mais si on en est au point qu'on censure finalement des gens qui plaisantent avec le groupe, c'est très ennuyeux. Canal+ a réussi en faisant de la dérision continuelle de ses dirigeants, de ses présentateurs, etc. Là, on arrive à un truc très figé où on peut plus plaisanter, on peut plus tout à fait informer comme on voudrait. Tout ça est embêtant, quoi. Oui, pardon, non, mais c'est vrai que Bolloré n'a que 27% d'Europe 1 et on a l'impression que ces méthodes sont déjà là. La peur de Bolloré, c'est un peu ce qu'on a entendu, ce qu'on disait. Mais on sait que l'héritier Lagardère financièrement est fragile et que c'est ça aussi qui lui donne son pouvoir. C'est ça, il a mis la main sur l'empire Lagardère et Arnaud Lagardère, nous on pense qu'il nous a un peu abandonnés. Est-ce que les réseaux sociaux exacerbent les opinions des uns et des autres? On voit que toute l'information sur ces canaux-là, qui est extrêmement forte, on voit que les gens s'informent aussi beaucoup comme ça aujourd'hui, qu'on va vers des sentiments de plus en plus tranchés. L'affaire Mila, malheureuse, est encore là pour l'illustrer. Est-ce que la télé, est-ce que les radios peuvent échapper à ce phénomène? Est-ce que c'est pas aussi ça qui déteint? On voit que ça marche sur Twitter, on voit que ça marche sur YouTube. Et ben pourquoi on peut aussi, encore en faisant l'avocat du diable, se dire évidemment, pourquoi ça marcherait pas à la télévision?
ou à Oui, la bien radio. sûr. D'ailleurs, on sait que souvent, des rédactions se regardent de ce qui marche sur Twitter et puis ils vont faire les sujets à partir de ça. Mais je crois que justement, d'un point de vue éthique, il faut essayer de ne pas faire ça. Parce que c'est vrai que les extrêmes se répandent plus vite, si vous voulez, que les opinions mesurées. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mathieu Bock. On pense à vous et à la rédaction d'Europe 1. Merci beaucoup François Jost d'être venu nous apporter ce regard, cette contextualisation sur ce qui se passe en ce moment dans le paysage médiatique français. On continue de regarder ce qui se passe chez